Vous allez bien, nous on va vous accompagner bien sûr durant cette partie de l'après-midi comme chaque dimanche et lundi, et puisque nous sommes le lundi, donc le lundi ce sont deux chroniques qui vous attendent. Tout d'abord la chronique Votre Santé avec Hassan Chemmeche, à travers laquelle on apprend tellement de choses sur notre santé et bien sûr votre santé, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et aujourd'hui nous sommes, vous le savez, à 4-5 jours de l'arrivée bien sûr du mois sacré de Ramadan, et il y a une question qui revient chaque fois, chaque année, concernant spécialement les diabétiques. Alors les diabétiques peuvent-ils jeûner ou pas? Eh oui, la réponse, ce sera dans quelques instants avec Hassan Chemmeche, bien évidemment, qui reçoit une invitée et pas des moindres, puisque elle vous donnera tous les détails, tout ce que vous devez savoir si vous êtes diabétique, si vous avez un membre de votre famille qui l'est, eh bien restez attentifs à ce que dira notre spécialiste dans un tout petit moment avec Hassan Chemmeche. Juste après, l'Edmiya Mbarak également sera accompagné d'une invitée, puisque vous le savez, dans l'œil du psy, on s'intéresse à notre psychologie, à notre bien-être, et aujourd'hui on va axer sur les enfants. C'est vrai que les vacances vont approcher, enfin c'est pour bientôt, ce sera la mi-Ramadan, et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il faut les occuper. Et quand les parents jeûnent, d'une manière générale, c'est des parents qui sont un petit peu stressés, qui sont fatigués, donc ils laissent un petit peu les enfants faire tout et n'importe quoi, et parfois ça devient problématique, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur téléphone portable, ils prennent les téléphones portables plutôt de leurs parents, ils vont face aux écrans, ils passent des heures, et les parents sont tellement fatigués qu'ils les laissent sans faire attention, et ça c'est un véritable danger sur lequel nous allons revenir tout à l'heure avec son invité qui est spécialiste en psychologie donc des enfants. Et puis la dernière partie de l'émission sera consacrée au cinéma. Et quel film qu'on va vous présenter aujourd'hui? C'est un film qui a été projeté ce samedi à la Cinémathèque d'Alger, signé par l'acteur et réalisateur Aziz Boukrouni, qui nous fera le plaisir de nous ramener des extraits en exclusivité sur Canal Algérie. Un hommage à un homme qui s'appelle tout simplement Boualem. Boualem sma' kullesh ou Boualem chef kullesh. Qui est ce fameux Boualem? Allah yarhamou. On y reviendra tout à l'heure à travers ce film. Vous allez voir, très très émouvant. En tout cas moi, quand je l'ai vu hier, je vous assure que j'ai pleuré. Il fait juste 17 minutes, mais ce sont 17 minutes de véritable émotion. Voilà donc le programme qui vous attend. Encore une fois, bienvenue. L'émission est réalisée par Soraya Hamoudi, au script Anassi Hamaafa. On attaque tout de suite le sujet de la santé dans votre santé. C'est la chronique que vous présente chaque lundi Hassan Chemmeche. Bonjour Hassan. Lilia Khaled, bonjour. Ça va? Ça va, merci. Toujours élégant. Ah oui, merci, toujours un plaisir. Pour faire honneur aussi aux téléspectateurs et à votre invité. Ah oui, bien sûr. Vous venez de le dire, nous sommes à moins d'une semaine du mois de Ramadan. Alors, il y a des personnes âgées, il y a des malades chroniques, les diabétiques surtout, qui se demandent, en fait, comme chaque année, s'ils peuvent jeûner sans nuire à leur santé. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à ces personnes avec notre invité, le professeur Samia Zekri. Elle est éducatrice, formatrice, elle est interniste, éducatrice en éducation thérapeutique. Elle est la pionnière de l'éducation thérapeutique en Algérie. Professeur Samia Zekri, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, et pour moi c'est une tradition. Je viens chaque année à l'approche du Ramadan, ou même pendant le Ramadan, sur Canal Algérie, pour aider les patients. C'est ça, c'est bien, et ça va être bénéfique pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Bienvenue, professeur. Merci. Encore une fois, vous avez illuminé le studio. C'est gentil. Alors, professeur, je disais les diabétiques. Alors, les diabétiques peuvent-ils jeûner? Professeur, d'abord. Monsieur Chemmeche, dans le temps, vous m'auriez coincé avec une question pareille, parce que c'était très difficile pour nous de nous prononcer. Maintenant, nous avons une aide qui est un score que l'on calcule, qui tient compte du type du diabète, de l'ancienneté, des complications, etc., et qui nous permet d'approcher la réalité. Donc, on va dire à des malades, vous avez un score qui est faible, vous pouvez jeûner en toute sérénité. S'il est intermédiaire, modéré, on va leur dire attention, il y a quand même beaucoup de précautions, et si le score, le risque est élevé, à ce moment-là, on leur déconseille le jeûne. Donc on est plus à l'aise maintenant, et on est d'autant plus à l'aise qu'au niveau des habous,
le problème a été réglé. L'imam dira au malade, c'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit, allez voir votre médecin. Et même moi, je ne peux pas prendre une décision pour un malade que je ne connais pas. Donc le dernier mot revient réellement au médecin traitant. Voilà. Parfait. Mais professeur, pour les médecins qui seront, pour les malades qui seront autorisés, on les accompagne. Comment? Alors, d'abord, cette histoire d'accompagnement pour les malades autorisés, en fait, il commence pour tout le monde, 3 à 2 mois avant le ramadan. C'est-à-dire qu'on va leur demander de faire un bilan et nous avons des ajustements à faire par rapport à leurs complications, par rapport à leur traitement. Et donc, il y a un bilan avant le ramadan et après le ramadan. Et puis, très souvent, nous les invitons à faire un jeûne d'essai de 3 jours à une quinzaine de jours du ramadan pour procéder au dernier ajustement, sauf qu'il y a des malades qui ne vont pas venir pour se faire bilanter. Et moi, je les invite instamment, même s'il ne reste que quelques jours, il faut toujours qu'ils se rapprochent de leur médecin pour qu'il leur donne les bons conseils. Comment vous arrivez à convaincre, plutôt comment arriver à convaincre des personnes quand même d'un certain âge, qui, voilà, surtout qui sont très pieuses, qui pratiquent la religion, qui pour elles, pour ces personnes-là, c'est impossible de ne pas jeûner, même si le médecin leur donne son accord. Donc c'est très difficile et compliqué de les convaincre. Très difficile parce que plus on prend de l'âge et plus on se rapproche de Dieu, ça c'est connu. Et donc, mais même Allah nous dit que quelque chose qui atteint notre santé, c'est pas... D'une part, ils ont des dérogations, donc nous nous appuyons sur le Coran pour leur souligner les choses. Mais vous savez, même pour les analphabètes, tout à l'heure, Monsieur Chemesh vous disait que j'étais éducatrice pour les malades. Donc, on s'appuie sur des dessins et on leur apprend, s'ils sont en bas de l'échelle, nous mettons une échelle sur ce dessin, s'ils sont en bas de l'échelle, même s'ils se jettent du rez-de-chaussée, ils ne vont pas réellement se faire des fractures et se faire beaucoup de mal. S'ils sont à un niveau intermédiaire, c'est plus considéré. Et puis s'ils sont tout à fait en haut de l'échelle, ce qui est le haut risque pour nous, ça veut dire que c'est suicidaire. S'ils se jettent, c'est réellement suicidaire. Et nous leur disons, dans notre religion, le suicide est honni. C'est interdit de se suicider. Avant, vous ne saviez pas. Maintenant, vous avez discuté avec nous et nous vous avons appris que vous ne devez pas jeûner. Si vous le faites, c'est que vous allez à l'encontre des principes de la religion. Il faut peut-être, professeur, leur dire à quoi ils s'exposent en fait. Quel est le risque? Tout à fait. Mais pour terminer, il y a des malades qui sont très difficiles. Et évidemment, moi, mon devoir en tant que soignant, c'est que s'il prend une décision de jeûner, malgré le fait que je ne l'ai pas autorisé, eh bien, je dois l'accompagner. C'est-à-dire que je vais le mettre en confiance, je vais lui dire ne me mens pas, dis-moi réellement que tu vas faire carême et moi je vais t'accompagner et surtout je vais faire une surveillance beaucoup plus appuyée que pour les malades qui ont un score faible ou modéré. Voilà. Alors quelles sont les complications? C'est la question que vous m'avez posée. Le risque. Mais bien sûr qu'on le discute avec eux. D'abord, ce qui nous fait énormément peur, patients comme soignants, c'est le risque hypoglycémique. Parce que le reste du temps, c'est les diabétiques de type 1, c'est-à-dire ceux qui sont traités depuis l'enfance sous insuline, qui font le plus d'hypoglycémie. Pendant le ramadan, une enquête qui s'appelle Epidiar nous a montré que les diabétiques de type 2 vont faire encore plus d'hypoglycémie que les diabétiques de type 1. C'est multiplié par 7,5, vous vous rendez compte? Donc, et l'hypoglycémie ne nous donne pas beaucoup de temps pour agir. Donc, ils se mettent réellement en danger. Deuxième complication possible, ils se dérèglent après le ftar parce qu'ils mangent de façon inconsidérée, sans réellement se limiter, et donc ils vont faire des hyperglycémies, parfois même des pré-comas, voire des comas. Et à côté de ça, entre le ftar et le sahur,
très souvent, en particulier les sujets âgés, oublient de boire. Et parce qu'ils n'ont pas la sensation de soif, les enfants et les sujets âgés n'ont pas la sensation de soif. Quand ils oublient de boire, et comme c'est des diabétiques, parfois ils se dérèglent, donc ils vont uriner plus que normalement, ils vont se déshydrater. Et quand il y a une déshydratation, l'autre risque, c'est de se boucher soit les veines, c'est surtout les veines, ou parfois les artères. On a observé plus d'infarctus, plus d'AVC et surtout des thrombophlébites chez ces malades. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme ils ont souvent, c'est des comment dirais-je, des polypathes. Ils ont beaucoup de pathologies qui s'intriquent. Parfois, ils vont aussi déséquilibrer l'autre pathologie qu'ils ont. Ouais. Donc, vous voyez, il y a énormément de conséquences. Autant suivre les conseils du médecin traitant pour ne pas faire quand il vous dit de ne pas jeûner. Voilà, il y a des risques, professeur, même à long terme. Peut-être après le ramadan, ils peuvent jeûner normalement. Après le ramadan, ils se retrouvent avec des complications. Je citerai par exemple le rein. Des atteintes au niveau des reins. Écoutez, ça, on le sait à travers des études pour le diabète en général. Mais pour ne rien vous cacher, il n'y a jamais eu d'études à long terme qui se consacrent à la répétition du jeûne. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'ils font en aigu, mais on suppose, et ça c'est la supputation, enfin le raisonnement qui nous fait dire que à partir du moment où vous avez un dérèglement au niveau des artères, parce que finalement les conséquences c'est beaucoup au niveau des artères, qui vont venir pendant 30 jours, et puis au-delà, plusieurs années de suite, forcément, il y aura des conséquences. Mais je vous mentirais si je vous disais j'ai des preuves concrètes, parce qu'il n'y a pas d'études de ce genre. Parfait. Professeur Zekri, comment jeûner sans nuire à sa santé? Alors, comment jeûner? Eh bien, je crois qu'il y a un principe de la religion sur lequel il faut revenir. Il faut de la modération en tout. On jeûne, certes, ça nous fait du bien. D'abord, il faut savoir que le jeûne, c'est bon pour la santé. Il a des aspects positifs. Hein. Ouais. Ça va vous permettre de détoxifier votre corps. Ça vous permet, pour ceux qui ne vont pas tomber dans l'excès après le ftor, de perdre du poids. Au jour d'aujourd'hui, en Algérie, nous avons sonné la sonnette, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Vous étiez avec nous la dernière fois. L'obésité est en train de faire des ravages. Il y a le surpoids et l'obésité. Et puis donc, il faut être modéré. Il faut être modéré, manger de tout, parce que notre corps aime la diversité, mais de tout un peu. Après, il faut sélectionner les bons produits. Et peut-être qu'il y a une chose... moi, je porte toujours en dérision nos habitudes. En Algérie, nous mangeons trop de pain. Nous mangeons trop de choses sucrées pendant le ramadan. Et trop de gras. Voilà, nous mangeons trop de gras. Donc les 3 blancs sont là, sans compter le sel. Parce qu'il y a toujours de l'excès de sel, y compris dans le pain. Et donc les 3 blancs sont là. On ne bouge pas. Et forcément, quand les gens sont portés sur l'excès, ils vont grossir. Or, le ramadan devrait nous faire maigrir. Dans les pays asiatiques musulmans, ils ont un régime qui est très frugal. Ils mangent très peu. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut, vraiment ce qu'il faut. Hein. Alors que nous, il y a une espèce de frénésie, d'hystérie collective. Et tout le monde va se mettre à concurrencer son voisin. Ça, par exemple, ce qu'on est en train de voir, ça, il ne faut pas en abuser. Ça, on les a appelés dernièrement des bombes caloriques. Les bombes caloriques. Alors, Monsieur Chemèche et moi, nous avons fait le buzz à un moment donné parce que j'avais rapporté qu'une étude de nutrition marocaine avait montré que la zlabia, c'est 17 morceaux de sucre. Vous vous rendez compte quand les gens en mangent une et récidivent plusieurs fois dans le ramadan. Alors on n'interdit pas ce qu'on dit. Vous avez envie de quelque chose, achetez une seule fois pendant le ramadan et ne mangez pas tout le gâteau, goûtez seulement. La modération. C'est facile à dire, hein, professeur, mais après pour l'appliquer...
Madame Lilia, moi je vous dis, normalement, nous devons, si réellement on veut faire du bien à notre corps, et si on veut préserver notre santé, nous devons manger avec notre tête et pas avec nos yeux et nos envies. C'est ça le problème, c'est qu'on mange beaucoup avec nos yeux, on achète, on cède. On pourrait parler de gaspillage, on pourrait parler de tellement de choses. Et il y a la publicité aussi mensongère qui ne nous aide pas parfois dans ce domaine. Même. Très bien. Mais là, quand vous lui avez posé la question, vous lui avez dit comment doit-on jeûner. Là, vous parlez des personnes qui ne sont pas atteintes de... Pour tout le monde, Voilà, pour tout le monde. La personne lambda, c'est ça. Pour tout le monde. Pas des diabétiques. Oui, parce qu'en fait, durant le ramadan, après le ftour, les malades se retrouvent au niveau des urgences. Des urgences, on souffre pendant le ramadan. En fait, parfois, même des personnes qui ne sont pas malades, ils se retrouvent aux urgences. Par rapport à quoi, par exemple? Quand on mange tout, c'est un tsunami, quand on mange tout à la fois. On envoie tout à notre estomac. Regardez, il a utilisé un terme que nous utilisons avec nos confrères. Tsunami. Le tsunami. Imaginez-vous que quand vous mangez, par rapport aux artères, l'épithélium des artères, ça s'appelle l'endothélium, il va recevoir à chaque fois des vagues. On imagine ça comme des vagues. Mais pendant le ramadan, c'est un tsunami. Il y a une différence fondamentale entre la vague et le tsunami. Bien sûr. Vous vous rendez compte le dommage qui va s'en suivre. D'ailleurs, très souvent, et nous les femmes en particulier, nous travaillons toute la journée. Après, on mange très rapidement pour en découdre et après, on a envie de dormir. Pourquoi on a envie de dormir? Parce que la glycémie est montée trop vite et vous avez une décharge d'insuline qui fait que vous avez envie de dormir. Mais c'est déjà des signes de prédiabète. Donc, il faut faire attention, ne pas soumettre son corps à manger trop vite. Mais dans le temps, en Algérie, on ne mangeait pas comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère renouvelait la journée. On commençait par du café au lait. Bon, nous, on n'est pas très favorable au mélange café au lait, mais on commençait par un petit déjeuner. Après, les grands allaient faire la prière, etc. Après, il y a des familles qui continuent à le faire. Oui. Il y a des familles, surtout du côté de l'Ouest, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils mangent la harira, avec bien sûr la boreka, de l'huile, encore de l'huile. Et ensuite, comme vous avez dit, ils vont faire la prière, tarawih. Ils reviennent et ils mangent le plat. Mais après, pour moi, c'est un peu tard de manger tout ça durant la nuit. Parce que si on s'endort après, c'est pas bien. On est en train de dire à tout le monde, rapprochez maintenant le dîner, au lieu de 20h, 21h, mettez-le à 19h, dans le quotidien. Mais je voulais vous dire, la population générale, si elle suivait les conseils que nous donnons aux diabétiques, en fait, on ne dit plus diabétique d'ailleurs, on dit les malades qui vivent avec un diabète. Voilà. C'est la meilleure diététique au monde, vous le savez. Ah, donc il faut faire comme eux. Il faut faire comme eux. Et je vais peut-être choquer les gens si je vous dis, d'habitude, on prend de la shorba ou la harira avec des bourrecs ou du pain, etc. en premier. Au jour d'aujourd'hui, des études ont montré que si on commençait par des salades de crudité, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que les salades, c'est des légumes crus mais bien lavés. Vous les faites tremper, par exemple, dans de l'eau bicarbonatée pendant un certain temps. Et puis, quand vous les avalez et que vous buvez après, ces fibres vont gonfler. Vous buvez de l'eau. On peut revenir après sur la frénésie de consommer aussi des sodas. Vous buvez de l'eau, les fibres vont gonfler. Et ces fibres sont extraordinaires. D'une part, pour empêcher le sucre de monter trop vite. Deuxièmement, c'est des antioxydants. Ça empêche le corps de vieillir. Ça lutte contre les cancers. Et encore une chose, c'est que ça favorise le transit. Donc, vous n'allez pas souffrir de constipation. Vous vous rendez compte, on se passe de toutes ces priorités et après, étant donné que l'estomac est déjà à moitié plein,
il ne restera pas beaucoup de place pour le plat de résistance qui, en général, est trop lourd, trop gras, trop riche en viande. Et comme ça, vous n'allez pas réellement grossir. Allez convaincre les gens de commencer par une salade et des crudités. Voilà, ils vous diront, moi j'ai jeûné toute la journée pour commencer avec une salade. Mais je vais vous dire, le plus dur en médecine, et on le sait, c'est de changer les comportements. Oui. Parce que si on changeait notre comportement, ça ne peut pas venir en une fois, hein. C'est petit à petit. Oui. Se convaincre déjà dans la tête du bienfait que ça peut apporter. Et Essayez puis essayez déjà de le faire. Hein. Et nous, ce que nous disons, c'est que pour les malades, ils ont déjà cette maladie. Mais il faut qu'ils sachent que dans leur famille et leurs enfants sont également exposés à l'avoir. Donc il faut bien mettre en place ces changements, ces modifications de style de vie pour leur éviter un diabète trop précoce. Très bien. Vous savez, professeur, vous avez fait le tour. Il faut peut-être rajouter la marche, l'activité physique. Ah, on doit parler d'activité physique. Je ne sais pas si on a le temps aussi. Qu'on envisage les sodas. Oh là là. Les sodas et les jus du commerce, c'est de la folie furieuse. Pourquoi? Parce que dans le temps, comme au lendemain de l'indépendance, on était malnutris, il ne faut pas se voiler la face. L'Algérie a décidé d'augmenter la ration de sucre partout, hein, que ce soit dans les biscuits, dans le pain, etc., dans les sodas, pour faire gagner du poids. Mais après, c'est qu'il n'y avait plus la misère comme dans le temps. Et on avait accès à l'alimentation, mais on a oublié ce côté-là, on n'a pas rectifié. Et on était en retard. C'est là maintenant qu'on se rend compte qu'il y a de l'obésité, etc. Bon, le ministère fait un travail depuis déjà des années pour réduire la quantité. De 160 grammes au kilo ou au litre, on est parfois 180, on est passé à 110, 105. Donc l'effort y est. Sauf que parfois, ces fabricants, comme il y a une addiction au sucre, ils ont peur de ne pas vendre, ils se rattrapent aussi avec des édulcorants. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Pas bon du tout. Donc il faut rééduquer son goût pour accepter moins de sucre, jusqu'à ce qu'on arrive aux normes européennes et peut-être au-delà. On est encore loin, professeur. Alors la marche. La marche, oui. La marche, c'est extraordinaire. Elle est adaptée à tout le monde, sauf les gens qui sont handicapés. Mais ceux-là aussi, ils peuvent faire de l'activité physique en contractant leurs muscles. Ça s'appelle des contractions isométriques. Mais on peut très bien marcher. L'activité physique modérée est recommandée. Elle est recommandée pas au moment ou à la fin du jeûne où on est fatigué, etc. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Il y a des groupes qui se constituent aujourd'hui, mais bon, après, ce sont des habitués, donc ils ont leurs habitudes. Alors, les sportifs de haut niveau et ceux qui sont entraînés, ça ne leur pose pas de problème. Mais les autres, d'abord, nous, en tant que médecins, nous disons, à partir de 40-45 ans, il faut passer une épreuve d'effort pour aller courir, faire du jogging, etc. Mais la marche, elle est adaptée à tout le monde. Donc, marchons, mais surtout, après avoir mangé aussi, c'est très bien, en particulier pour les diabétiques. Pourquoi? Ils vont manger, la glycémie va monter. Si vous allez marcher, vous allez par exemple à la mosquée ou là où vous voulez, à pied, vous allez consommer de l'énergie. Donc le gradient, la différence entre avant le repas et après, elle sera moindre. Et elle vous fera moins de mal dans vos artères. Très bien. Donc c'est très important. Favoriser la marche après avoir mangé. Et puis, il faut se dire que Tarawih, là je me dois de le dire, c'est une activité physique qui a été prouvée par des espèces d'outils qu'on met aux gens, et on voit qu'il y a une véritable dépense calorique qui est assimilable à une activité modérée. Comme une marche. Voilà, donc on encourage tout ça, mais n'allez pas courir à la fin de la journée sans avoir demandé conseil à votre médecin et sans avoir passé une épreuve d'effort. Et peut-être pour terminer, professeur, durant le mois de Ramadan, il y a un dérèglement du sommeil qui n'est pas sans conséquence sur notre santé. Il y a tellement de choses à dire. Alors, il y a tellement de choses à dire. Depuis 2022, dans les recommandations
pour les diabétiques, mais pour la population générale. Oui. L'Association américaine du diabète a fait rentrer le fait que nous devons dormir au moins 6 heures par nuit Oui. et pas au-delà de 8 heures, parce Oui. qu'on voit parfois des gens qui dorment beaucoup plus. Donc, ces 6 heures sont très, très importantes pour la santé, parce que vous rechargez toutes vos batteries, Oui. y compris le cerveau, etc. Donc, apprenez à respecter votre corps pour tirer le maximum de bénéfices de ce mois sacré du Ramadan. Ramadan. Et si j'ai terminé, Oui, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement. eh bien moi j'ai envie de dire Sahar Ramadankom, Allez-y, la caméra qui est juste en face de vous, celle Sahar qui clignote. Ramadankom, et essayez de suivre les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, mais beaucoup de mes collègues sont en train de répéter des choses très bonnes pour vous préserver, parce que quand il vous arrive des choses, nous ne sommes pas contents, nous vous pleurons autant que vos parents. Alors faites-nous plaisir, faites attention à ce qu'on vous conseille. Professeur Zekri, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette chronique. Sahar Ramadankom. Lilia, à vous. Franchement, c'était magnifique. Ah, c'était un plaisir de vous écouter. On aurait aimé vous garder pendant des heures entières, professeur Hassan Chemech aussi. Franchement, merci pour tous ces conseils précieux que vous venez de donner donc à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je suis sûre que maintenant, ils vont réfléchir à 10 fois avant de pouvoir faire des bêtises et manger n'importe quoi. Merci Hassan Chemech, Sahar Ramadankom à vous aussi. Et à très très vite. Merci beaucoup Hassan. Allez, tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avant de recevoir Ledmi Mbarak et son invité. On va écouter le groupe Itren et on salue d'ailleurs Mohsen. بالفوشي يوما يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس نابم علاوة من الهام سنسير غيس يا رفد الفوشي يوما يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس نابم علاوة من الهام سنسير غيس الكاهينة لا حالو قستوه ناتشذ شهوي هواك اللي ذا وحركات حرار ذا وحركات حرار يا أما تنغد الكاهين لا حالو قستوه يرفد الفوشي يوم يا ولي زنقو يهيد يا ولي زنقو يهيد ذا من بعلا وحبل الهم يسنسر غيسا في ذواها سير ثداها مرتم منها تلال وشهاد يرفد الفوشي يوم يا ولي زنقو يهيس يا ولي زنقو يهيس باب معلاوة بالالهام سنسير غيسا تدعي الدعم والساحة ذا يسوق سنين
نو ذا تقعد ما سيني سدي وغرتني عدان وساعات. Voilà, très très belle ambiance Chaoui avec le groupe Itren qu'on salue. Ils sont en train de préparer d'ailleurs un nouvel album qu'on attend avec impatience. Et un coucou particulier encore une fois à Mohsen, l'un des membres fondateurs du groupe Itren. Et tout de suite, place à l'œil du psy, votre chronique du lundi avec Ledmia Mbarak, tout en bleu aujourd'hui, qui reçoit une invitée et pas des moindres. C'est elle qui va d'ailleurs la présenter. Bonjour Ledmia. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va, très Alors, bien. Très contente aujourd'hui, tu es très contente aujourd'hui. Oui, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Bah, on comprend pourquoi. Oui, parce que j'ai aussi ramené une invitée que j'aime beaucoup et dont j'apprécie énormément le travail surtout, qui s'appelle donc Lilia Zegar. Comme par hasard, on a le même prénom. Oui. Ben voilà, une double ration de Lilia aujourd'hui. Voilà, bienvenue. Merci. Et Lilia, elle est coach parentale et pour enfants et adolescents. Et aussi, elle est coach cérébral. Elle fait de l'entraînement cérébral. Elle nous expliquera peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit. Et pour être dans la continuité du sujet de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on a parlé des réseaux sociaux, mais cette fois-ci on va parler des écrans et de l'impact des écrans sur nos enfants et nos jeunes. Mais je voudrais juste apporter une petite précision. Ce qui va poser problème, ce ne sont pas les écrans. Quand on dit écran, c'est télévision, téléphone, donc smartphone, tablette, ordinateur. Ce n'est pas donc les écrans, c'est l'usage abusif des écrans. Pour qu'on fasse bien la différence. C'est ça qu'en fait qui nous dérange, c'est que les enfants ou les adolescents restent des heures entières en face de leurs écrans, de leur télé. C'est ça, c'est le surplus. Et ça arrive. Hein. C'est moi qui ai oublié de donc mettre vous mon voyez téléphone en silencieux. Justement, c'est très bien parce que quand le téléphone sonne, par exemple, ça va impacter notre attention. Ouais. Et là, vous allez mettre, Lilia, quelques secondes avant de revenir à ce que vous étiez en train de Non, je suis là, ne vous inquiétez pas. Non, quand je dis vous, c'est... oui, d'une manière générale. D'une manière générale, voilà, notre attention, elle est arrachée. Il faut quelques secondes pour revenir pleinement. On a l'impression, Lilia me dira, qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. On va le développer. Très bien. Et donc, je voulais vraiment que Lilia nous parle du travail qu'elle fait aussi sur les familles et les enfants et les ados pour justement réguler ces temps d'écran. Peut-être que Donc si je comprends bien, Lilia travaille beaucoup avec les enfants et la famille d'une manière générale. Absolument. Donc enfants, parents. Oui, même si je vais rebondir par rapport à votre sonnerie de téléphone, on a un retour réel par rapport à l'inattention. Et pourquoi vous êtes en train de nous dire, je l'ai fait exprès justement pour vous bien réagir. Merci. Travaux pratiques. C'est ça, exactement, c'est très bien. Mais Ledmia disait justement, vous avez un moment d'inattention qui dure quelques secondes, mais je vais être vraiment précise, c'est 2 minutes réellement pour revenir. Et vous l'êtes réellement, Lilia. C'est vrai. Voilà. Non, mais je vais tout dire. En fait, c'est l'invité qui est en train de m'appeler, celui qui va passer après vous, qui doit certainement, il voulait certainement dire, je suis là, Lilia, je suis pas loin, j'arrive. Et donc je suis avec vous et en même temps je me dis, est-ce qu'il va venir ou pas? Donc c'est franchement bravo. Non, mais c'est vrai, c'est des études. 2 minutes. Voilà, c'est vraiment il y a des gens, il y a des scientifiques qui font des recherches là-dessus, et donc c'est très carré. Et j'irai même plus loin. Après, quand on est au travail, eh bien, on s'est rendu compte justement que toutes les notifications, toutes ces choses qui se passent autour de nous. Alors, votre téléphone sonne, vous recevez un mot, un SMS, vous étiez en plein travail, vous voyez, donc vous êtes optimum dans votre concentration et vous êtes dérangé par le téléphone, vous allez prendre 23 minutes, ne me demandez pas pourquoi, c'est précis, mais c'est scientifique, 23 minutes pour reprendre la totale optimisation du travail dans lequel vous étiez, la concentration, vous voyez, dans laquelle vous étiez. D'accord. Alors, c'est un vrai problème. Attention, il ne faut pas le prendre à la légère. Alors, on revient aux enfants et notre sujet aujourd'hui, c'est les écrans dans nos familles et dans nos maisons. La problématique, elle est complexe. C'est vrai qu'au début, au tout début du téléphone et des écrans, de l'impact des écrans dans nos foyers, c'était la durée de temps. Ouais. On était beaucoup axé là-dessus. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs facteurs.
Vous pouvez avoir des enfants qui vont ils vont passer 3 heures de temps devant un écran. En revanche, si il y a une interactivité à l'extérieur, ils font des activités, la famille travaille avec les enfants dans le sens où ils font vraiment beaucoup d'activités ensemble. D'échanges. Voilà. Ne serait-ce, oui, des discussions. Exactement. Là, bon, l'impact est différent. On ne peut pas vous voyez, tout mettre, tout catégoriser dans un seul panier, ce n'est pas le cas. Par contre, encore une fois, attention, avant 6 ans, parce que là-haut encore, on n'a pas eu assez de recul. Donc les études changent au fur et à mesure du temps. Donc avant, moi, au tout début de ma formation, on me disait, il y a là déjà, ça remonte à presque une dizaine d'années, on nous disait pas avant 3 ans. Oui. Donc on était vraiment là-dessus. C'est-à-dire pas avant 3 ans. Pas d'écran. Même 3 ans, moi je trouve que c'est... Alors, pas avant 3 ans, en fait. Oui, non. Et là, je vais développer. Je vous dis les données. On nous disait pas d'écran, c'est-à-dire, attention, quand là aussi vous me Ça dites... veut dire pas du tout. Pas du tout. Et ça veut dire quoi? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que pas d'écran, pas juste uniquement l'enfant, mais l'adulte. Et c'est là où c'est compliqué. Là, c'est parce pas que quand possible. vous allez... Et voilà. Merci, Lilia. Le piège était Et là. oui, parce que ça paraît facile. Et quand vous allez voir votre pédiatre, peu importe, en tout cas le personnel médical, quand il vous dit, ou les professeurs, quand ils vous disent pas d'écran, les parents, ou en tout cas les adultes, Ils sont oui, contents. oui, pas de problème, je vais le faire, hein, aucun problème. En revanche, pour nous professionnels, la problématique, elle ne réside pas dans l'exercice sur l'enfant, mais c'est l'adulte. En tout cas, pas uniquement l'enfant. Absolument. Ouais, ouais. L'adulte, il est là le problème, parce que s'il ne joue pas le jeu, vous voyez, déjà, je suis gentille quand je dis joue pas le jeu, mais quand l'adulte, on lui dit pas avant, et là aujourd'hui ce n'est plus 3 ans, c'est beaucoup plus sévère parce qu'on commence à avoir les retombées. Vous voyez, les résultats. Le portable, c'est nouveau dans notre société, donc on n'avait pas assez de recul. Aujourd'hui, on commence à en avoir, et encore, ça va continuer à évoluer. Donc pas avant 6 ans. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça veut dire quoi? Quand vous allez avoir un bébé dans la pièce, vraiment là on a une situation assez commune, vous avez un bébé qui est là, la télé est allumée, elle est en fond, ça arrive très fréquemment dans les foyers, et il ne regarde pas, on me le dit, il ne regarde pas, vous savez, il est en train de jouer, mais on ne se rend pas compte que à ce moment-là, notre cerveau, on a 3 phases de développement du cerveau. Et là, le bébé, il est dans sa première phase de développement. Donc il y a le cerveau primitif. Et lui, il est agressé par les sons. Même par la lumière qui est forte de la télévision. Bien sûr, aussi, absolument. Donc il est agressé. Pour nous adultes, c'est rien, c'est juste un fond sonore. Mais lui, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe émotionnellement, absolument, et tout ce qu'il va ingérer. Donc oui, c'est un problème. C'est vraiment beaucoup d'agressivité. Après, on va lui apprendre aussi à regarder passivement. Ça, c'est un vrai problème aussi dans le développement cognitif d'un enfant. Il est là, il regarde. Et là, encore une fois, on revient au cerveau. C'est le cerveau primitif. Qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, là, vous allez entendre Lilia, une porte claquer, vous allez instinctivement vous retourner. Voilà. Et là, parce que c'est votre cerveau primitif qui travaille. Là, c'est exactement la même chose. L'étude nous dit que quand un enfant, vous le mettez, ou un bébé, ou un enfant en tout cas de moins de 6 ans, quand vous le mettez face à un écran, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est cette zone-là qui est activée. Il ne peut pas décrocher. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est une drogue. C'est exactement la même. Il faut utiliser les mots qu'il faut. Absolument. Et donc, lui, quand vous avez un parent après qui retire, c'est une scène assez courante, il lui enlève l'enfant. Il hurle. Voilà. C'est un sevrage qui doit se mettre après en place parce que il y a encore une fois, c'est plus fort que lui, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on dit aux parents, pas avant l'âge de 6 ans, et vous ne pouvez pas vous permettre en tant qu'adulte de venir vous asseoir avec un téléphone. Et là, attention, quand vous avez un bébé entre vos bras, c'est pire, ou à côté de vous, et là vous avez un problème, et là l'Edmia nous le dira parfaitement, il y a un souci qui se passe.
un bébé est avec vous, l'adulte, ça aussi une scène très commune. Il est sur son téléphone et en même temps, il essaye donc de porter attention à son enfant. Il y a eu plein de bêtises qui se sont passées, des accidents aussi. Exactement, j'allais vous en parler, Oui. absolument. Et au-delà de ça, si tu permets Lilia, il y a ce qu'on appelle l'attachement. C'est ça. C'est-à-dire que le bébé, l'enfant, il va se construire un attachement, on va dire, sécure en fonction des interactions qu'il a avec ses parents. Donc si ses parents sont omnubilés ou occupés par le téléphone, eh ben, il ne va pas y avoir cette interaction-là, et par exemple qui va se faire à travers le regard. L'enfant doit capter le regard de son parent. Le parent lui renvoie quelque chose. C'est comme ça qu'il se construit. Vous voyez, quand un enfant tombe, par exemple, il regarde la réaction de son parent. Oui. Si le parent est catastrophé, l'enfant va l'être. C'est vrai. Si le parent, il est là, ah, c'est rien, voilà, lui, il va... C'est vrai. Donc, lui, il est en miroir pour l'instant. Et il a besoin de ses parents pour savoir qu'est-ce que je dois ressentir, qu'est-ce qui se passe. Et s'il est coupé de ça... L'enfant, d'abord, il ne saura pas détecter le danger ou ce qui se passe. Et puis, émotionnellement, le parent doit être en interaction quasi permanente pour être là si l'enfant a besoin de quelque chose. Lui n'a pas la notion du temps, cet enfant, ce bébé-là. Donc, il peut être en détresse pour juste quand il a faim ou quand... Très bien. Le parent doit être vigilant. En fait, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir des heures. D'ailleurs, on pourrait revenir parce que c'est un sujet qu'on peut développer. Mais moi, aujourd'hui, comme on est à quelques jours du mois de Ramadan, d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais fait ma présentation au tout début d'émission. J'ai dit qu'il y a le Ramadan qui arrive. Bon, nous tous, en tant que parents, on va être, c'est normal, à faire beaucoup de choses. Donc, en tout cas, je parle de ceux et celles qui ont des enfants. Donc, souvent, avec la fatigue, surtout à partir de 3 heures de l'après-midi, 2 heures, on a envie de dormir, on a envie de faire une sieste. Et des fois, on oublie un petit peu qu'on a des enfants. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Et peut-être qu'il y aura un enfant qui va me dire « Maman, je vais regarder la télé ». Je vais dire « Oui, vas-y, regarde ». Et là, on peut s'oublier. Donc, juste pour qu'il nous laisse un petit peu tranquille ou pour qu'il nous laisse nous reposer, là, ce serait bien de donner des conseils aux parents qui nous regardent. Qui confient leurs enfants aux écrans. Voilà, clairement, il faut le dire. J'ai pas osé de le dire. Mais moi, je le dis parce que c'est le cas, vraiment. Donc, ils confient. Oui, c'est un problème. Il faut que les parents comprennent que ce qu'ils font est temporaire. Vous voyez, ils confient leurs enfants, mais le retour va être après difficile dans quelques années. Donc, ils vont le payer chèrement. Attention. Un enfant a besoin, tout orthophoniste vous dira, il a besoin d'apprendre la langue par les émotions. Donc, on ne met pas un enfant face à un écran. Ça, c'est très important. On ne donne pas un enfant pour apprendre des langues, il n'apprend pas comme ça. Pour leur donner des conseils, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avant 6 ans, c'est non. Interdit. C'est interdit. Donc, on a à la maison un petit panier. Quand on rentre, on dépose son téléphone, nous, les parents. Pour vous aussi, en tant qu'adulte, de toute façon, c'est important. Il est important de prendre, possession de vos actes, de vous, être maître de vous-même. De se responsabiliser déjà. Et puis, vous n'êtes pas esclave de cet objet-là. Je fais un planning comme tout. Dans la vie, on s'organise. Et du coup, je m'organise, je fais un plan horaire de 8h à, par exemple, admettons de 19 à 20h, je consulte tous mes messages, je traite mes mails, etc. Mais avant, je consacre du temps à ma famille. À ma famille. Ça, c'est clair. C'est très important. Donc, je mets le téléphone, je ne suis pas tout le temps dessus. Quand on est à table, je ne décroche pas au téléphone quand il sonne. C'est le moment du repas, c'est un moment de partage. Voilà. Après, il faut, ce que je dis toujours aux parents, quand vous avez des enfants qui sont en âge de regarder la télé, vous faites ce qu'on appelle un contrat avec vos enfants. Donc, le contrat, c'est à partir de 6 ans, ils ont le droit de regarder une demi-heure. Pas plus, une demi-heure. Ça va, c'est raisonnable. Oui, et je dirais, c'est important d'avoir des programmes aussi qui commencent et qui finissent. Donc, vous mettez un DVD, vous voyez, par exemple. Donc, on sait que il y a un temps d'arrêt. Pour l'enfant, c'est important aussi de lui expliquer ça et de lui expliquer que les règles sont là. Un enfant a besoin de toute façon de se sentir contenir. Vous voyez, dans l'éducation avec ses parents. Il vaut mieux avoir un parent qui a des règles, vous voyez, il se sent sécurisé, l'enfant, que d'avoir un parent qui abandonne totalement, et c'est pas sécurisant pour un enfant. C'est vrai. Donc non, il faut pas avoir peur des règles. Je sais que aujourd'hui les parents trouvent bénéfice dans ça, mais je vous assure, à l'adolescence, ils vont le payer vraiment
chèrement, il y a un impact sur leurs études. Par exemple, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, vous dites ils vont le payer quand oui. ils vont grandir, mais vous n'avez pas dit quoi. Par exemple, qu'est-ce qui va là, se passer? on voit Qu'est-ce qui risque de se passer? Ouais, bah déjà sur les apprentissages, par Ouais. exemple. Quand on a des adolescents qui, dès l'enfance, ou même là, pendant leur adolescence, regardent des vidéos, vous savez, des shorts. Donc, il y a une stimulation cérébrale et la dopamine qui vient shooter un peu tout ça. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir une gratification immédiate. Le circuit de la récompense va s'activer tout le temps. Toutes les quelques Ils vont en secondes. redemander à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand ils vont être dans une classe où il va falloir avoir une attention soutenue et longue? Ce ne sera pas possible. Ah ouais, ils seront pressés de retrouver leurs vidéos. Tout à fait. Donc ils ne seront pas capables de se concentrer. Quand je dis à long terme, ne serait-ce qu'une demi-heure. Il va se passer qu'ils vont vite s'ennuyer. Là aussi, les enfants ont une intolérance à l'ennui, une énorme frustration à ça. Donc ils ne vont pas être patients pour à peu près tout, notamment les apprentissages. Ouais. Dès qu'il y a une difficulté, on abandonne. On ne va pas fournir forcément cet effort parce que c'est très inconfortable. Et voilà, donc il y aura un vrai problème. Tout le monde me dit, mon enfant a des problèmes d'attention et de concentration. Ça vient par rapport à ça. Exactement. Et d'ailleurs, je vais venir un peu bousculer justement la scolarité. Quand vous avez des enfants de moins de 6 ans qui sont confinés sur des tables en train d'apprendre assidûment, vous voyez, c'est pas encore le moment. C'est important de laisser s'ennuyer un enfant. L'enfant a besoin, c'est ça qui crée plus tard des chercheurs, des scientifiques. Vous voyez, on a besoin, notre cerveau a besoin d'imaginer. De créativité. Exactement, c'est très important. Donc, vous laissez vos enfants s'ennuyer, vous les laissez jouer seuls, c'est très important. Et après, oui, vous devez jouer aussi avec vos enfants. C'est très important. Il y a une interactivité qui doit se créer avec leurs parents. Donc, des jeux à mettre en place. Les laisser seuls jouer, c'est très important. Le livre, attention. Là, quand vous allez laisser votre enfant regarder 1 heure la télé, il revient. C'est important de parler avec lui, de lui dire à table, alors, tu as vu tel film, raconte-moi. C'est important pour qu'il développe. Va se travailler un petit peu. Absolument, la narration, c'est important. Donc oui, on en parle. Il faut l'inviter à cela. C'est comme un livre, vous voyez le livre des bébés qui est juste à image. Le parent, il est en train de raconter une histoire, vous voyez quand même à l'enfant. C'est exactement la même chose. Il faut mettre ça en tête. Donc, il y a ça. Je disais les règles, vous mettez les règles, vous signez un contrat avec vos enfants écrit, je ne plaisante pas réellement, vous l'affichez sur le frigidaire, et vous mettez en évidence que l'enfant doit les respecter. Il doit, même l'adulte. Absolument, et même l'adulte, exactement. Ça, c'est déjà premièrement. Après, quand vous avez toutes ces règles que vous mettez en place avec votre enfant, parce qu'il y a tout âge. Là, on parle des petits. Après, quand on va arriver à l'adolescence, à 9 ans, entre 9 et 12 ans, là, il va y avoir quelque chose qui rentre en plus en jeu, c'est Internet, c'est les jeux vidéo. Ça, c'est encore un autre débat sur lequel on pourrait revenir. Absolument. Mais là aussi, c'est important d'en parler avec votre enfant, lui apprendre ce que c'est que l'intimité. Il y a plein d'exercices, justement, qu'on fait avec les enfants. Je donne un petit exemple. Lui apprendre ce que c'est que de diffuser des photos ou son intimité je ne sais pas, sur des plateformes qu'on a, je ne vais pas les nommer, voilà. Mais on prend un jeu à la maison tout simple. Je prends des photos, des vieux dessins, vous savez, quand il avait 1-2 ans, ils sont très très moches, il n'aime pas, il n'assume plus tout ça. Mais en tout cas, on prend tout ça, tout son passé à cet enfant, et on lui dit, avec ses photos à lui, des écrits, et on lui dit, écoute, demain, moi j'ai envie de venir, qu'est-ce que tu en penses, on fait ça à l'école, et puis on va les afficher autour, donc dans la cour. Allez, on va les mettre. Il va vous dire, oh, mais quelle horreur, catastrophe, je ne veux pas. La honte. C'est la honte, exactement. Ça, c'est pour lui faire comprendre vraiment que tout ce qu'on met sur Internet restera indéfiniment. Toute la vie. Donc il faut qu'il réfléchisse à 2 fois, vous voyez, avant de poster une photo, avant de poster un commentaire, il faut qu'il réfléchisse. Pour ce qui est des fake news, c'est pareil. Il faut apprendre à l'enfant ce que ça veut dire. Donc l'esprit de synthèse. Mais là, je ne peux pas développer parce que je vous regarde et je sais on n'a plus le temps. Voilà, il faut qu'on en parle en tout cas. On pourra faire une 2e partie, 3e, 4e, parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement important. Et il faut apprendre aussi justement à l'enfant, pour les exercices,
les exercices, là, il y a par exemple des méditations, parce qu'il y a des exercices, il y en a plein à faire, moi que je fais en tout cas au cabinet avec les enfants pour leur apprendre ce que c'est que comment, en tout cas, comment réactiver ces temps de qualité à la maison avec leurs parents, c'est très important. Donc ça, c'est très vaste comme sujet, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Comment aussi se concentrer, c'est important. Vous avez... il y a un appareil aussi, aujourd'hui on a des technologies, parce qu'on est en train de parler des technologies, mais elles sont aussi, elles peuvent être bénéfiques. Aujourd'hui on a une science, une technologie qui s'appelle le neurofeedback, qui est très intéressant aussi dans l'aide à la concentration, à chercher ce que c'est que l'apaisement aussi, parce que c'est ça aussi, quand vous avez, on parlait tout à l'heure des retombées, les enfants sont surexcités, ils savent, voilà, vous voyez, ils peuvent pas. Très bien. Il y a aussi, je m'arrête, c'est ça. Non, allez, si je vous laisse terminer votre phrase, parce que c'est un sujet, mais vaste. Elle a parlé plus que toi, t'as rien dit aujourd'hui. Oui, j'ai rien dit, c'est ça le concept, c'est mon invité. Je n'ai vraiment rien dit, on a vraiment effleuré le sujet, malheureusement, mais en tout cas, il y a plein de techniques qui existent pour les aider, et je dois finir, alors c'est ça, je dis la phrase de fin, c'est n'oubliez pas une chose, quand vous éteignez vos écrans, et bien la vie sera allumée. Voilà, oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Par contre, je veux bien juste finir aussi, si je peux, sur rapidement, le temps d'écran. C'est-à-dire c'est du temps en moins pour d'autres choses qui sont fondamentales. Un enfant a besoin de ses 5 sens, de les développer, de toucher, de regarder, d'entendre, de voir, voilà, pour se développer, et on ne doit pas le couper de ça. L'écran coupe. Ça rend solitaire et c'est pas bon du tout. C'est vrai, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'enfants qui sont renfermés, qui ne s'ouvrent pas aux autres, qui veulent rester juste face à leurs écrans. Là, je parle des tout petits, quand ils sont à un stade de développement. De toute façon, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir. Comme vous avez fait la dernière fois en 2-3 parties, on peut le faire aussi en 2-3 ou même voire 4 parties. En tout cas, c'est tellement passionnant et ça se voit que vous êtes toutes les deux des passionnées parce que vous en parlez avec tellement de... Waouh, je pense que les parents qui vous regardent aujourd'hui, vous les avez convaincus, ça c'est clair. C'était le but aussi, sans les culpabiliser évidemment. Très bien, non, on n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit, mais juste pour aider les parents qui sont parfois un petit peu dépassés, et ça c'est tout à fait normal. Il y a des solutions, réellement. Voilà, il y a des solutions, il y a plein de solutions. Il y a des professionnels qui existent pour ça, on est là. Voilà, vous êtes là. Donc, sinon on vient vous voir, tout simplement. Oui, et puis il y a des choses maintenant, on peut lire, on peut se renseigner, tout est très bien. Mais en tout cas, merci à vous. Mettez en place 15 minutes, pardon, le mot de la fin, 15 minutes. 15 minutes par jour de lecture avec vos enfants et vous-même, déjà. Mais la vraie lecture, celle qu'on touche. Livre. Pas sur Internet. Non, livre. Ok, très bien. Merci beaucoup, Ludmilla Mbarak. Merci Lilia. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et à très très vite. Et à très très bientôt. Merci à vous. Merci, c'était vraiment passionnant. Malheureusement, ça ne peut pas durer des heures parce qu'on a encore des invités. Mais bon, on essaye de partager le temps comme il faut. Allez, tout de suite, encore de la musique avant de retrouver notre invité. Et là, on va parler de cinéma. Le cinéma aussi, ça fait du bien. Regarder un film, mais en famille. En famille, pas seul. On en parle après. Tout à fait. Allez, on regarde tout de suite le groupe Tinariwen et on se retrouve juste après.
Voilà, il est en train en fait de me faire un reproche. Il m'a dit tu l'as raté, t'es pas venu à l'avant-première. J'ai dit j'étais pas là. Mais bon, je l'ai regardé quand même. Il m'a fait le plaisir de me l'envoyer et c'est vrai que comment vous décrire ce film? Quand je l'ai vu, d'abord j'ai pleuré et je suis sûre que c'est le cas de beaucoup de personnes qui l'ont regardé soit à la Cinémathèque, soit qui vont le regarder encore une fois quand il sera reprojeté, je l'espère. En tout cas, c'est un film qui est très particulier. C'est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue, dans lequel c'est-à-dire vous le comprenez dès que vous le voyez du début jusqu'à la fin. J'ai peut-être une seule remarque à faire au réalisateur qui est avec nous, que je vais présenter dans quelques instants. Là, je parle du film parce que je suis encore dans l'émotion du film. C'est que j'aurais aimé que ce film dure encore plus longtemps. Pour moi, 17 minutes, c'est pas beaucoup. Mais bon, peut-être que lui, il a jugé que c'était suffisant pour faire ce film. Et je parle bien sûr de l'acteur, mais également réalisateur, Aziz Boukroni, qui est avec nous. Quel plaisir de le recevoir. Bonjour Aziz. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Ça fait plaisir pour une fois de te recevoir en tant que réalisateur. Nice. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus Aziz l'acteur, le comédien. Mais aujourd'hui, c'est le réalisateur qui nous vient avec ce film. Waouh, waouh, je le disais, moi j'ai pleuré quand j'ai vu le film. Il y a une émotion que je ne pourrais pas décrire. Alors, on rappelle bien sûr le titre du film, c'est que Boualem a tout entendu, qui a été projeté, on le rappelle, hier. C'était hier, hein, avant-hier, pardon, samedi. Oui, je pensais qu'on disait dimanche. Donc, samedi à la Cinémathèque d'Alger. On va voir les photos dans quelques instants de cette projection. Alors, Boualem, ce fameux Boualem. Bon, Boualem, je ne sais pas, là, tu es en train de dire que je reçois le réalisateur. Parce que moi, je ne suis pas réalisateur. Mais c'est toi qui l'as réalisé, le film. Mais peut-être ça, c'est une première tentative de réaliser. Parce que peut-être c'est Boualem qui m'a donné cette envie de réaliser, de le filmer. Donc, moi, je sais que, pardon, avant de te laisser terminer, je sais que cette idée de faire quelque chose, en tout cas créer un projet avec Boualem, ça faisait longtemps que tu l'avais. Tu voulais faire quelque chose avec lui. Très longtemps même. Parce que l'idée est venue, ça fait quand même plus de 5-6 ans. D'ailleurs, même le film, on l'a tourné en 2019. Hein. Oui. Les gens l'ignorent. C'est récent là, parce que Allah yarhamou, Allah yarhamou, c'est ça. En 2021, je crois, 2020-2021. Et moi, l'idée, ça m'a donné l'idée de le filmer, de parler de lui plutôt, de le filmer. Ça, c'était juste après quand j'ai quitté la Cinémathèque en 2017. Et comme c'était un collègue, moi j'ai travaillé à la Cinémathèque pendant plus de 20 ans, près de 25 ans, donc je le voyais, on se côtoyait, tous les collègues à l'époque. Mais j'avais pas joué Boualem normal, Boualem Khaddam, Boualem, malgré son handicap, mais au moualfin, c'est-à-dire. Ntouma oualftouh. Oualfna, mais pas qu'il y ait différence parce que c'est un sourd-muet, non, etc. Non, on se parlait, Mais après, quand j'ai quitté la Cinémathèque en 2017, c'est-à-dire, à chaque fois que je passe la Cinémathèque, je le vois toujours là-bas, toujours dans son coin. Quand je rentre, par exemple, de temps en temps, je fais un son, toujours, il fait le même rituel de son quotidien. Il descend, il vérifie, il reçoit les gens. Il est là avec son petit journal. Il fait attention au matériel. Il fait attention à tout. C'était vraiment... Malgré qu'il a eu sa retraite en 2005. Mais il revenait toujours? Non, il ne revenait pas. Il était toujours là-bas. Il restait dans 2005, il a eu sa retraite, mais c'était pour moi. Normal, c'était une retraite administrative beaucoup plus. Mais lui, il la considère juste sur papier, retraite. Mais le lendemain de sa retraite, il était là. Il hal rido sabah. C'était chez lui, quoi. C'était chez lui. C'était un espace où il était en train de... Je ne sais pas, pour lui, c'est ça, c'est sa maison. C'est-à-dire, s'il quitte cet espace, il sera perdu. Il n'a jamais quitté cet Dans espace. sa tête, s'il le quitte, il sera perdu. Donc, c'est ça son espace. Bien sûr. Et il n'a jamais quitté ce lieu pendant plus de 40 ans. 40 ans. Imagine, 43 ans, presque 44 ans.
صدر حتى نهار مات Oui. باش Ouais. Enfin, avant de parler, revenir sur le film, bien sûr, je vous l'avais dit, l'émotion elle y est. D'abord, avec ces photos qu'on a pu avoir grâce à toi, Aziz, ça s'est bien passé la projection à la Super, Cinémathèque. très Donc, bien, moi j'étais très content. Khaled Bounab, que je remercie, qui était mon co-réalisateur aussi, qui a beaucoup fait pour que ce film voit le jour. Toute l'équipe, les gens qui nous ont aidés aussi pour que ce film aussi يبان quoi. Il a déjà été projeté le film. Le film, bon, sa première projection était d'abord sélectionnée au festival du film arabe à Oran. Et déjà là, il a eu quand même un coup de... Enfin, il a bousculé, si tu veux, il a plu. Les gens. Il a plu. Les gens disaient, mais waouh, c'est quoi ça? Une idée originale, etc., etc., surtout sur un handicapé, un sourd-muet. Et beaucoup les كانوا تما يعرفوه يعني en tant que Boualem, en tant que خدام. Tout le monde connaissait Boualem, en tout cas du milieu du cinéma. Qui ont fréquenté la cinémathèque connaissent Boualem. La deuxième participation Tao, donc on n'a pas fait le déplacement. Au mois de décembre, il a reçu la mention honorable dans un festival في Zambia. En Zambie. En Zambie. Et récemment, il y a deux semaines, début du mois, c'était en Égypte. Il a été aussi sélectionné dans la compétition officielle du cours doc. Ismaïlia en Égypte. Ouais, donc ça va, il fait son petit bout de chemin. Et c'était peut-être, je ne sais pas, mais c'était peut-être le rêve ou l'un des rêves de Boualem, Allah yarhamou, de pouvoir peut-être faire du cinéma lui-même, de voyager. Donc à travers ce film, il est en train de voyager, il est en train de... C'est ça ? Lui, je ne pense pas, lui. Mais c'est pas qu'il ne s'intéressait pas, au contraire. Il était tout le temps, il a vu pratiquement tous les films qui ont été projetés à la Cinémathèque. Oui, mais peut-être que dans sa tête, il a rêvé un jour d'être acteur. Mais le jour où j'ai été le voir pour lui proposer l'idée, de lui dire, voilà, je vais te filmer. Il était là, parce qu'il a dit, oui, bien sûr. Donc il était content. Donc il était content, mais pas en tant qu'acteur. Il était content qu'il se voit en image, comme ça. De raconter son histoire. Raconter quelque chose, ou des choses où il a vécu à la Cinémathèque pendant toute sa carrière. Donc c'était ça l'idée. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur le thème, sur le scénario, sur comment construire un scénario par rapport à lui, j'ai commencé à dire avec quoi, comment, c'est-à-dire quel est le concept que je dois travailler, tu vois. Est-ce que je vais tendre le micro aux gens pour qu'ils témoignent, ils parlent de lui? J'ai dit ça, c'est pas du tout intéressant. Ça m'intéressait pas, Anaya. Raconter avec parler de Boualem avec un commentaire, etc. ou كان وعاش وزاد وكذا الناس خدم وتلاقى مع X ou la Y, etc. Ça m'intéressait pas du tout. Et c'est là où le déclic, parce que je le dis à chaque fois, moi, la question principale qui m'a poussé à faire ce travail à la Boualem, c'était à un moment donné, je me suis posé la question de dire qui protège qui. Est-ce que c'est l'espace, la cinémathèque qui protège le personnage, qui protège Boualem, ou bien c'est le contraire, c'est Boualem qui protège l'espace, ces murs, la bâtisse, l'odeur de l'espace, les gens qui Est-ce que tu as trouvé la réponse à la question? Ben, la question, je pense que c'est les deux. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est les deux. En fait, ils se complètent. Exactement. C'est quelqu'un, je pense que Boualem, c'est pas qui a rejeté la société parce qu'il est sourd-muet. Donc,
علاقته بالمجتمع الخارجي يعني c'est-à-dire la société à l'extérieur, c'est-à-dire il se retrouvait dans cet espace qui son comment on appelle son endroit à lui, son monde à lui, c'est son cocon. C'est-à-dire il disait mais c'est ça mon quotidien. Il était heureux. Ouais. C'est ça le plus important, c'est qu'il n'était pas ça lui suffisait. Il était content et ça lui suffisait. Il était content. La preuve, c'est que il a de la famille. Enfin, sa sœur, je pense qu'elle a un de ses frères, etc. Mais il préférait rester là-bas. Il préférait rester là-bas, tranquille. Il est toujours accueillant, toujours souriant. Et puis, il y a certaines... Il y a aussi l'innocence qui dégage. C'est vrai. C'est ce qu'on a ressenti aussi dans le film. Exactement. C'est ce qu'on a ressenti. On va regarder des extraits dans quelques instants parce que dans un tout petit moment, il y aura l'appel à la prière Adhan al-Asr à Alger et ses environs. On a encore le temps pour que je lui pose une question. Mais il y avait une question il fallait que je te la pose. Aziz, c'est dur de te vous voyer. Tu m'autorises, il y a qu'à te tutoyer. Bien sûr, très bien. Il fallait que je te pose cette question. Alors aujourd'hui, Boualem, Allah yarhamou, ne fait plus partie de ce monde. Il n'a pas regardé le film. Non, malheureusement. Tu aurais aimé, j'imagine, qu'il le regarde. Nous, pourquoi on l'a tourné en 2019, mais on croyait, moi et Khaled, on croyait, c'est-à-dire le passer à la post-prod rapidement, etc., dans un espace de quelques mois, etc. Et puis on présente le film et lui, il sera présent, il sera l'acteur. L'acteur c'est-à-dire du projet, pas l'acteur du film, l'acteur du projet, de l'idée. Moi, je voulais le présenter comme ça. C'est lui. Et puis, bon, parce qu'on a eu des difficultés aussi. Ça a pris un peu de temps. Mektoub, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. On va encore de ce film signé par Aziz Boukroni, un film tellement émouvant. On parlait justement de Boualem et qui n'a pas eu cette chance de regarder le film. Il aurait tellement voulu le voir, Allah yarhamou. Mais bon, aujourd'hui, on en parle comme un hommage d'ailleurs à Boualem, n'est-ce pas? Vous-même, vous aviez comme projet de le ramener carrément à la Cinémathèque, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Aziz Boukroni. Mais aujourd'hui, votre mission à vous, quand je dis vous, les deux, vous et votre collègue, Khaled Bounab, c'est de le faire voyager au maximum ce film-là, de le faire vivre, de le faire voyager, de le partager aussi, pour que les gens, pourquoi pas à travers le monde entier, sachent que voilà, la Cinémathèque avait un Boualem et voilà qui il était, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, on est en train justement de travailler sur ça. Au début, je parle de moi beaucoup plus, c'est que quand j'ai fait le film, ou là, quand je voulais raconter Boualem, c'était pas ça, c'est-à-dire que le film soit... Non, mais tant mieux que l'idée, la manière dont on a travaillé le documentaire à la Boualem, comment on a raconté à travers lui, toujours. Parce que c'est lui, hein. C'est pas lui qui nous a fait... traverser les différentes époques. Il nous a dit beaucoup de choses à travers son album, à travers ses photos les personnages clés de l'histoire du cinéma algérien ou là, même le cinéma universel. D'ailleurs, on le voit avec beaucoup de cinéastes, beaucoup d'acteurs étrangers. Bah oui, il les voyait tous ceux qui venaient là-bas, il les rencontrait. Tout le monde le connaissait, c'est-à-dire même ces acteurs ou là, ces invités, quand ils venaient là, ils connaissaient très bien. Youssef Chahine était presque son copain. Très bien. Donc Youssef Chahine, quand il venait à la Cinémathèque, le premier, celui qui le cherche, il cherche après Boualem. Très bien. On regarde un extrait déjà. J'espère qu'on aura le temps de voir tous les autres extraits, mais déjà au moins on en voit un. Bon, après, on ne peut pas tout vous montrer. Hein. C'est vrai que le film il fait à peu près 17 minutes, mais ce serait bien d'aller le voir au cinéma. C'est encore mieux. On regarde le premier extrait de ce film, juste voilà, exceptionnel.
زيرت عليك ما زيرتش Oui. Voilà, c'est incroyable, mais c'est toujours la même émotion que j'ai quand je regarde ce film. Je ne sais pas spécialement faire le passage quand il allume et commence à regarder et commence à sourire. Il y a une émotion qui se dégage. Et toi, tu me disais, Aziz, le sang, regarde le sang. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il est en train de... Mais il se mâche. Alors, il se mâche avec... Comment on appelle ça? Un bruitage. Il y a le sang, il n'y a que le sang. Mais il est content, il sourit. Mais il connaît l'histoire de l'inspecteur Tahar, il suit, il rigole. Il raconte quoi, etc. Et c'est ce que tu me disais à l'instant, tu me disais, lui, il n'a pas été opérateur ni rien, mais il a appris sur le tas. Non. Écoute, il y a 40 ans où tu fais un espace. Il a tout appris. Tu peux apprendre tas de choses, pas spécialement ce que tu fais ton métier. Ton métier, mais mais tu peux. Mais tu ne sors pas de ton espace. C'est ça, lui. C'était vraiment le gardien du temple. C'était le gardien du temple. Parce qu'il voyait les films, par exemple, quand il y a des beaux films, il est à la cabine. Donc, il apprenait comment... Très bien. Désolée, Aziz, de te bousculer, mais on veut tellement regarder des extraits. On peut regarder, on a le temps de regarder quand même un deuxième extrait en attendant d'aller voir le film. Moi, je l'ai vu, je suis photo. Allez, on regarde le deuxième extrait. Oui, c'est ce qu'il me disait, parce qu'on parlait, et quand il est décédé, donc il y a Autochto, le film, ça a été dur. Hein. Ah oui, moi, quand je l'ai vu, quand il est décédé. D'ailleurs, avant qu'il décède, chaque fois que je le vois, j'ai de l'émotion, j'ai de... Je sais pas, j'ai dit peut-être c'est la sincérité du film. Une dernière question. Voilà, est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît, pour que je puisse passer à la dernière question, poser la dernière question. Aujourd'hui, est-ce que tu es fier d'avoir fait ce film, Aziz? Oui. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Oui, parce qu'il fallait quelqu'un qui pense à Boualem, et tu l'as fait, et franchement, on te remercie. Je sens l'émotion dans tes yeux. Déjà là, non, très fier parce que ce personnage, moi je l'aimais beaucoup à la balle. Il n'y a pas que moi, c'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé à la Cinémathèque. C'est quelqu'un qui était doux, qui était doux et dur en même temps. Dur sur le travail, il ne voulait pas les choses, il néglige pas les gens quand il néglige c'est lui qui... En tout cas, tu as tout montré dans ce film. Moi, je voulais lui rendre hommage
Et tu l'as fait. Je l'ai fait. Et encore, pour que je termine, Oui, parce qu'on n'a plus le temps. C'est-à-dire regarde, lui, Oui. sans qu'on se rende compte, lui, il a rendu hommage à toute la cinémathèque et à tout. Tout à fait. بلا احنا ما حسينا احنا on lui a rendu hommage là, mais finalement à travers lui regarde, Ouais. il nous montre les photos, C'est vrai. les personnalités. C'est-à-dire que c'est un triple, du cinéma, voire même plus, les mettre, triple les- hommage. Ça veut dire que lui aussi, Il rend en quelque hommage sorte, à ses aînés. il a rendu hommage à beaucoup d'artistes. Très bien. En tout cas, ce que je peux te dire, Aziz, merci, merci et mille merci pour ce cadeau que tu nous offres. J'espère qu'il sera projeté normalement, Inch'Allah, Ramadan. J'espère qu'on pourra le voir. J'espère et après Ramadan, il y a une petite tournée qu'on va entamer à travers toutes les Inch'Allah. salles de la cinéma. Tu reviendras Ramadan pour nous parler encore de ce film. Parce qu'on n'a pas encore fini d'en parler. باش نزيدوا نجوزوا les autres إلا extraits. عاود جاز في رمضان تعاودوا لي. خلاص. En tout cas, on espère vraiment le voir. En attendant, il faut prendre votre mal en patience. En attendant qu'il soit projeté dans une salle. Nous, en tout cas, on est fiers d'avoir regardé ce film. Et merci encore une fois à Aziz Bokrouni qui a eu l'idée de génie de rendre hommage à Boualem, le seul, l'unique de la Cinémathèque Rabbi Rahman, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Aziz d'être venu. Merci à toi. Sahar Olivia. Mdanek. Sahar Mdanek, Et à- Titani, Sahar Mdanek, toute l'équipe. Voilà, et à très bientôt. Inch'Allah, très Avec bientôt. d'autres films aussi en tant que réalisateur. On espère. Inch'Allah. Avec Merci. plaisir, Voilà. merci. Bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. Sahar Mdankoum.